BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de presse, on va parler d'école, on va parler aussi de ce fameux petit livre rouge de l'élite française, ou plutôt du gros livre rouge de l'élite française. Notre invité, c'est Franck Papazian. Bonsoir Franck Papazian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'encre est encore fraîche. Vous avez signé et officialisé aujourd'hui le rachat du Woussou que vous avez racheté à Antoine Hébrard, qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais ça faisait longtemps que vous étiez en discussion avec lui. On vous connaît peu. Et pourtant, vous avez des journaux qu'on connaît, surtout peut-être ici, que ce soit Stratégie, que ce soit CB News ou encore le Journal du Luxe et peut-être d'autres à venir. Vous avez des écoles, Media School, où visiblement ça tourne autour des médias. Peut-être un mot sur quand est-ce que vous avez... vous êtes passé par RTL, vous êtes un homme de médias, mais quand est-ce que vous avez décidé de créer votre propre groupe de presse ? J'ai d'abord créé un groupe d'éducation, d'enseignement supérieur privé, Media School, qui a effectivement d'abord, dans un premier temps, tourné au cours d'écoles de communication, de journalisme, digital, marketing du sport, marketing de la beauté et du luxe. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, en fait, l'objectif de Media School était de connecter véritablement ses étudiants au marché. Donc, on a racheté la presse professionnelle de la communication, de la publicité et des médias avec CB News, Stratégie. Puis, nous avons fait le même exercice sur le luxe pour créer un écosystème vertueux et unique dans le monde, des écoles, des médias, des événements, pour placer nos étudiants au centre, pour qu'ils soient entourés des recruteurs. Le Media School, alors en plus Media School, vous êtes en train de le vendre, on va y revenir, enfin vous allez tout nous expliquer. C'est combien d'élèves, c'est combien d'écoles ? Media School, c'est 10 000 élèves dans 15 villes en France et 4 à l'international. On a 15 marques écoles aujourd'hui. Lesquelles ? Enfin, les principales, j'entends. ECS, IEJ, Sub de Prod, Paris School of Luxury, Paris School of Sports, Sub de Web, une quinzaine de marques écoles, Green Management School, dont on est très fier et qu'on a créé en 2020 pour former des bataillons au métier de la transition écologique et solidaire. On en a besoin aujourd'hui. Et donc, effectivement, ce groupe, en fait, est un groupe très professionnalisant qui forme des étudiants à des métiers et surtout à des métiers qui emploient. Oui, c'est vrai que c'est des secteurs qui sont assez porteurs, peut-être un petit peu moins la presse, enfin, en tous les cas vous y croyez, le journalisme c'est bien, oui. Ça fait du bien d'avoir des gens qui y croient. Pourquoi est-ce que vous vendez Media School ? Est-ce que c'est pour financer le rachat du Woussou ou pourquoi ? Parce que on sent bien que c'est un créneau très porteur, les écoles. Il y en a beaucoup qui se mettent sur le créneau des écoles, et notamment avec la digitalisation. C'est un créneau extrêmement porteur. On a fêté nos 20 ans en 2022, et j'avais dit à 20 ans, je change de vie. Et donc, j'ai décidé de passer en fait, du groupe d'éducation au groupe média. Et donc, effectivement, on est dans un process de cession en ce moment de Media School et pour effectivement développer déjà les médias existants et puis de faire l'acquisition de nouveaux médias pour créer un groupe de presse articulé autour de l'influence. Oui, on va revenir là-dessus. Je finis juste sur les écoles. Vous allez le vendre à qui, quand, combien Vous avez des offres pour l'instant déjà ? Le process est en cours, donc on va laisser les professionnels gérer ce process. Oui, on aura des offres très rapidement, bien sûr. Évidemment, les acteurs sont nombreux pour l'acquisition de groupes dans l'éducation. Comme vous le savez, sont des groupes vertueux, rentables et qui traversent toutes les crises économiques. Et malgré tout, aujourd'hui, on met sur le marché de l'emploi près de 85% de nos étudiants 6 mois après leur sortie de l'école. Et on travaille beaucoup justement pour la professionnalisation des études, pour entourer nos étudiants de partenaires, d'entreprises, des médias, pour qu'ils puissent justement gagner encore plus en employabilité. Oui. Alors, le groupe de presse spécialisé, c'était, je crois, à partir de 2017, que vous avez décidé 2017, de vous mettre sur ce créneau-là. Donc, Stratégie, c'est un journal très connu, évidemment, dans la communication et dans le marketing, dans la pub, d'où vous venez un petit peu. Oui. C'est combien de la diffusion ? C'est quoi ? C'est de quelques chiffres, vous savez, ici. Stratégie, oui. On adore les chiffres. C'est diffusé à 10 000 abonnés.
En gros, 500 000 visiteurs uniques tous les mois sur les supports digitaux. C'est à peu près une grosse vingtaine, 22 événements par an, tous les grands prix de la publicité, voilà, tous les grands prix stratégie. Et donc ça anime tout l'écosystème de la communication, de la pub, l'événementiel, comme CB News d'ailleurs. Les deux ont été créés par Christian Blachas. L'un en 1971, stratégie, et l'autre, CB News, en 1986. Et moi, j'ai voulu les rassembler dans la même maison. Oui, alors qu'ils sont un peu concurrents quand même. Ils sont très concurrents. Donc comment faites-vous pour gérer la concurrence ? Ils sont très concurrents, stimulent la concurrence, tant sur le plan éditorial que sur le plan de la publicité et des événements. C'est sain, la concurrence, nous on adore ça. On considère que c'est une valeur ajoutée justement pour les lecteurs, et pour les entreprises, d'avoir des médias qui sont concurrents pour qu'ils soient encore plus performants. CB News, la différence avec Stratégie, c'est quoi ? CB News, c'est un mensuel. Oui. Stratégie, c'est un hebdo. Oui, bien sûr. Stratégie a 2 newsletters par jour, le matin et le 13h. CB News a une newsletter tous les jours. Et puis, les événements ne sont pas de même nature. Donc là, il y a une complémentarité sur l'organisation des événements. Et comment vous avez traversé cette période quand même très difficile de la Covid et puis la crise économique qui a suivi, parce que la pub a beaucoup souffert. Les médias, nous, on en a souffert, mais évidemment, la pub a beaucoup souffert de ça. On s'est battu. Oui. On s'est battu. Je voudrais rendre hommage à toutes nos équipes, justement, les journalistes. C'est rentable ? Oui, c'est rentable, oui. Ce sont des médias qui sont à peu près rentables, en tout cas qui ne perdent pas d'argent aujourd'hui. Mais c'est des médias qui sont bien portés par les équipes, qui sont des équipes passionnées, tant les journalistes que les équipes à la pub. C'est vrai. Vous n'allez pas faire leur pub. Vous n'allez pas faire leur pub. Non, mais c'est vrai. Oui. Vous êtes le prix du papier, j'imagine, a quand même vraiment compliqué la tâche, parce que en tous les cas, c'est ce que nous disent tous les autres patrons de presse. Donc je pense que oui, beaucoup de choses. Plus combien ? Le prix du papier. Plus à peu près 15%, l'inflation, donc nécessité d'augmenter effectivement les salaires des collaborateurs au même niveau que l'augmentation de l'inflation. Malgré tout, augmenter le prix de la vente au numéro, le prix de l'abonnement ? Pas trop, justement, pas trop. On n'a pas augmenté beaucoup les tarifs publicitaires non plus, donc on essaie de se maintenir malgré tout à un niveau acceptable pour le marché. Le troisième journal, c'est le journal du luxe, qui là aussi c'est dans la presse spécialisée, mais ce sont vraiment les références. Le journal du luxe, alors le luxe, ça cartonne. On voit encore les résultats trimestriels d'LVMH, mais pas que. C'est un journal qui marche, qui diffuse à combien ? C'est l'occasion de faire un focus, évidemment. C'est pareil, c'est un média digital qu'on a connecté à Paris School of Luxury, l'école du luxe, de la mode et de la beauté qu'on a créée. Et donc, c'est un média qui est très performant sur Internet, LinkedIn, les réseaux sociaux. Et c'est un média B2B2C. Il dépasse un peu la communauté des professionnels de la mode, du luxe et de la beauté pour aller vers ceux qui se passionnent par cet univers-là. Pareil, c'est un média qui, à chaque fois qu'il fait un événement, a plusieurs milliers de personnes qui regardent les lives sur LinkedIn ou sur le site Internet, qui se connectent. Vous pourriez faire la même stratégie sur stratégie, ce qu'à de le dire, c'est-à-dire de complètement digitaliser, de ne plus avoir de magazine papier ? Non, on trouve que c'est important. Évidemment, le digital est beaucoup plus puissant que le papier, c'est sûr, mais on trouve que c'est important de garder l'équilibre, de garder le papier parce qu'il a également son utilité. On ne gagnerait rien à éliminer le papier aujourd'hui. Oui. Juste une question, vous comptez, vous allez vendre Media School, peut-être que ça va vous servir pour acheter le Woussou, on en parle dans un instant, mais comme je le disais, c'est l'occasion un peu de découvrir votre groupe de presse, Franck Papazian. Vous pourriez, je sais pas, vous avez vu, il y a Gala qui est à vendre là, parce que ils sont à Vivendi, enfin Prisma est obligé de le vendre dans le cadre du rachat du groupe Lagardère et de Paris Match, donc il s'en sert, ça peut vous intéresser ? J'en rêve. Vous avez fait une offre parce que c'est en ce moment, il faut se dépêcher. Non, c'est pas en ce moment. Si, c'est en ce moment, parce que c'est une question. Ils attendent le feu vert officiel de l'Union européenne. On est en contact avec eux, justement. D'accord, donc vous avez fait une offre sur Gala. On n'a pas fait une offre, mais on a marqué un intérêt sur ce média. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de marques d'intérêt. C'est sûr. Oui. C'est tellement beau, c'est tellement un succès, c'est un beau magazine, une belle déclinaison digitale.
on en rêve et on sera parmi les potentiels acheteurs. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un petit scoop que vous nous donnez. Oui. Mais c'est vrai que Claire Léos, qui était à ce même micro il y a quelques semaines, elle n'en parlait pas du tout. Et en fait, c'est dans le cadre du rapprochement et des desiderata de la Commission européenne. Ils attendent le feu vert officiel, enfin, oui. l'injonction officielle de la Commission européenne. Oui, donc ça sera pour quand, vous pensez? En juin. En juin. Donc vous allez déposer une offre en juin? On va travailler pour déposer une offre qui soit compétitive. Ouais. Alors le Houssou, ça. Alors Antoine Hébrard, je le disais, donc qui a dirigé pendant 30 ans ce fameux petit livre, énorme livre rouge. Il cherchait à le vendre depuis quelque temps. C'est vous qui l'avez racheté, mais en fait les négociations, c'était il y a longtemps, bien avant sa mort, parce qu'il vient de mourir assez soudainement. Oui, moi j'ai appris il y a 1 an qu'il y avait effectivement une volonté de la part d'Antoine de céder le Ouzou et on a intensifié nos discussions à partir de janvier. Ce sont des discussions qui ont été assez courtes finalement, puisqu'en 2 mois effectivement nous avons fait l'acquisition. Nous nous sommes rapidement entendus avec Antoine sur les conditions de rachat du Ouzou. C'est combien le prix d'achat? Je ne communique pas sur... grosso modo. Non, je ne peux pas communiquer. Pourquoi? Non, je me suis engagé à ne pas le faire. Ça, c'est facile comme réponse. Non, comme je me suis engagé à Edwige, je m'étais engagé auprès de la famille à attendre 1 mois avant de communiquer, avant de l'annoncer. Je me suis engagé à ne pas communiquer le chiffre. Le Houssou, c'est quoi, grosso modo? C'est 20 000 personnalités? C'est 22 000 personnalités. Oui, 22 000, oui. Il y en a 500 qui rentrent et 500 qui sortent tous les ans. Ce sont tout ce que la France compte de personnalités liées à des intellectuels, des écrivains, des sportifs, des artistes, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des hommes politiques, tout ce que la France compte de talents. Des journalistes. Des journalistes, bien sûr, des patrons de presse. Et donc, c'est vraiment... j'ai été surpris par la rigueur des équipes qui font le sourcing, en fait, des personnalités qui méritent d'être dans le Ouzou. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, parce que souvent, je recevais Antoine Hébrard à l'occasion de la sortie du Houssou. Oui. Et là, on voit que les chefs d'entreprise ont pris presque la moitié des 22 000 alors, je ne sais pas si c'est la moitié, mais je me suis beaucoup... C'est 47%. Ouais, je me suis beaucoup préoccupé de la place des femmes, par exemple. Oui. Et les femmes, c'est 30% des personnes qui sont dans le Houssou. Et donc, en fait, on va beaucoup travailler pour tenter, effectivement, de créer l'équilibre entre les hommes et les femmes. On voudrait aussi l'ouvrir aux jeunes talents aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, les jeunes start-upers. Oui, mais les jeunes, si j'ose dire, c'est comme vous en faites sortir 500. Oui. Y en a qui peuvent créer des entreprises, et puis tout d'un coup, soit les vendre, soit ça peut ne pas marcher, et puis remarcher ensuite. Donc, ça va être compliqué dans la gestion de faire rentrer et sortir des gens. Non, ce qu'on fait sortir, en fait, ce que le comité de sélection fait sortir, c'est ces personnes qui sont plus actives depuis déjà quelques temps. Oui, d'accord. Donc, qui ont confirmé leur inactivité depuis quelques temps déjà. Aux fonctionnaires, c'est 18%. Il y en a de moins en moins, en fait. C'est là où on voit l'évolution de la société française. Ça bouge beaucoup, effectivement. Et il y a tellement d'autres talents, en plus des talents des hauts fonctionnaires, qu'effectivement, on ouvre un peu plus. Et on voudrait l'ouvrir aux régions aussi. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que le Houssou, c'est quand même très parisien. C'est une particularité. Oui, il y a des gens qui sont nés dans toute la France. Oui. Je veux dire, mais des talents qui sont actifs, qui ont leur activité dans les régions aujourd'hui, c'est important. Dans les 13 régions françaises, il y a effectivement des entrepreneurs, des intellectuels, des écrivains, des hommes politiques ou des femmes politiques. Et on veut vraiment aussi ouvrir aux régions pour montrer que... Vous savez, nous, quand on a créé des écoles dans 15 villes en France, on a ouvert des écoles dans 15 villes en France, on s'est aperçu que les talents étaient partout, pas qu'à Paris. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin du Houssou? Il suffit de taper Wikipédia, Google, ChatGPT, mais on va en dire un mot dans un instant. Il y a tout. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Qu'est-ce que ça apporte de plus, le Houssou? On apporte la rigueur, l'exactitude. Ça coûte cher, en plus. Pas très cher. L'exactitude des informations, vraiment, c'est une bible. On a des équipes de biographes qui vérifient toutes les informations, y compris quand elles sont données par la personne elle-même. Donc, il y a beaucoup de gens qui trichent sur leur diplôme. Qui trichent sur leur diplôme, leur date de naissance, leur lieu de naissance, sur pas mal de choses. Donc c'est vraiment vérifié. Et toutes les infos qui sont dans le Houssou sont d'une rigoureuse exactitude. Et donc aujourd'hui, c'est une bible d'informations. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Franck Papazian?
Je trouve que c'est... C'est un peu une revanche parce que voilà. Non, je suis dans le Wushu depuis quelques années déjà, donc c'est pas du tout de revanche. Je trouve que c'est un formidable de produit dont on a besoin. C'est une marque internationale qui est mondialement connue et elle a besoin de se réveiller un peu. Elle est endormie. Le Wushu doit être encore plus digital. Aujourd'hui, on a une newsletter hebdomadaire. J'ai demandé aux équipes qu'on prépare une newsletter quotidienne sur les nominations, sur les nominations, sur les portraits. Il faut mieux médiatiser, mieux faire connaître les personnalités qui sont dans le Wushu. Elles méritent d'être dans le Wushu, donc elles méritent d'être connues et reconnues. On veut développer également tout l'événementiel, intensifier le networking entre les membres du Wushu, donc des dîners du Wushu, des présentations. On va créer le prix Antoine Hébrard, le prix littéraire Antoine Hébrard, justement. Ça me tenait à cœur. On va créer un Wushu Studio, à l'exemple du studio Harcourt, donc avec des grands photographes qui vont créer la patte Wushu. Donc voilà, on veut en fait faire sortir le Wushu parce que c'est une marque qui mérite d'être plus émergente, plus présente dans la société et plus utile également. Est-ce que vous utilisez dans vos journaux d'abord, regardons chez Stratégie, chez CB News ou le Journal du Luxe, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle, ChatGPT, on en parlait hier avec Jean-Noël Barrot, le ministre en charge justement du numérique, on en a parlé tout à l'heure avec Éric Botorel. Non, on n'utilise pas l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour le moment. Avec ETX Studio, on a lancé l'oralité des articles, c'est-à-dire que les articles qui sont dans Stratégie, en fait, on peut les entendre. Donc ça, c'est déjà très intéressant. On voit que c'est très utile, puisque dans la voiture, dans le métro, etc., vous pouvez écouter en fait des articles de Stratégie. ChatGPT, c'est pas assez rigoureux pour le moment, même si c'est assez impressionnant. Oui, il y a beaucoup d'erreurs. C'est pas assez rigoureux. Notamment sur les biographies, il y a beaucoup d'erreurs. En tout cas, je l'ai vérifié hier. Absolument, il y a beaucoup d'erreurs. Et donc, mais pour les photos, par exemple. C'est assez bluffant, mais non, nous, on ne l'utilise pas. On reste effectivement sur la rigueur et la connaissance de nos journalistes, parce qu'on pense que... on n'a pas besoin pour le moment. Mais est-ce que quand même c'est quelque chose que vous allez regarder? Parce que dans les journaux que vous possédez jusqu'à présent, oui, on peut avoir... On ne veut pas remplacer les journalistes par des robots. Oui. On ne veut pas remplacer les journalistes... C'est même pas des robots, c'est des ordinateurs, quoi. Oui, on ne veut pas remplacer les journalistes justement par un logiciel. Pour nous, les articles doivent avoir une âme. Les journalistes sont là avec leur personnalité pour pouvoir écrire, interviewer, réagir, s'exprimer. Donc on regarde évidemment comme on regarde tout ce qui se passe dans la société, tous les progrès de la société, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour du tout chez nous. Aujourd'hui, vous faites grosso modo 100 millions de chiffre d'affaires, un petit peu moins, c'est ça? Ouais. L'objectif, c'est quoi? Parce que 100 millions, mais c'est avec Media School. Avec l'éducation. Oui, avec l'éducation. Donc, ça va forcément diminuer. Oui, on n'a pas fixé d'objectif pour les médias de développement de chiffre d'affaires. On veut continuer à développer les activités. On veut continuer à développer l'éditorial, les événements. On n'a pas fixé d'objectif sur 5 ans, on n'a pas fait de business plan pour dire dans 5 ans on sera à tel niveau de chiffre d'affaires. On veut continuer à dynamiser nos médias, parce que c'est important, parce qu'ils ont un rôle, une utilité dans leur écosystème. Mais on n'a pas une vision financière des médias aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que vous avez d'autres univers dans votre ligne de mire, Franck Papazian? Vous l'avez dit, Gala, ça vous intéresse. Est-ce qu'il y en a d'autres secteurs qui pour vous, sont très intéressants? Il faut aller regarder ce qui s'y passe. Le monde des dirigeants, le monde du luxe, les marchés émergents, bien sûr. Donc, je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est de renforcer le caractère influence de notre groupe média. Donc, aujourd'hui, on est très cohérent. Stratégie, CB News, le Journal du Luxe sont des médias d'influence. Wushu, c'est le réseau des réseaux, donc c'est un média d'influence également qu'on va développer, dont on va développer l'émergence et la visibilité et l'utilité encore plus. Et oui, on regarde d'autres choses, d'autres médias qui rentrent dans cette ligne.
par exemple, des revues de politique internationale, parce que vous êtes très engagé, on peut le dire, non, quand même, notamment dans la défense de l'Arménie. Vous êtes coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes en France. C'est quelque chose qui la politique étrangère, ça pourrait rentrer dans votre champ? Je ne sais pas, des revues comme Politique internationale ou d'autres. Hein, la politique étrangère, les échanges, les débats intellectuels, les débats politiques, y compris des revues de politique intérieure, sont intéressants dans cet écosystème. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu tout de politique, c'est très business. Pour l'instant, c'est très business. Est-ce que le Oussou, justement, va vous ouvrir la porte voilà, de la politique peut-être, ou de la réflexion des intellectuels? Ça fait partie justement de la réflexion. C'est avec une marque comme le Wushu, on doit pouvoir créer un think tank, par exemple. Oui. Dans le Wushu, on doit pouvoir faire participer les membres du Wushu au débat politique, au débat sociétal, au débat intellectuel, au débat sur les valeurs, par exemple. C'est très important. Ce sont des personnalités qui ont des choses à dire. Oui, mais qui elles-mêmes ont déjà d'autres clubs. Il y a le siècle notamment, il y a les Ponts Neufs, il y a beaucoup de clubs en France. Absolument. Il y aura le dîner de Wushu également, il y aura les rendez-vous de Wushu, il y aura le prix littéraire de Wushu, il y aura le Wushu Studio, il y aura le think tank du Wushu. Donc c'est une marque que vous allez... Et on va décliner également ces événements dans les régions avec des partenaires. Effectivement, c'est une marque très prometteuse. Oui, je reviens un instant sur votre engagement au niveau de l'Arménie. Est-ce que vous trouvez en ce moment, il y a une situation très difficile, j'en parlais avec Ardavan Amiraslani qui a écrit un livre très intéressant sur la Turquie, qui connaît très bien toute cette zone. L'Arménie en ce moment, avec les élections en Turquie le 14 mai prochain, c'est une situation très difficile. Ce qui se passe est inadmissible. C'est-à-dire qu'il y a depuis le 12 décembre 120 000 Arméniens qui sont victimes d'un blocus dans le Haut-Karabakh. Ouais. Rien ne sort, rien ne rentre. C'est la préoccupation de personne. On essaie d'alerter effectivement la communauté internationale qui ne bouge pas. En fait, parce que l'Azerbaïdjan vend du gaz à l'Union européenne, aux Européens. Les Européens ont fait un blocus sur la Russie, mais finalement l'Azerbaïdjan achète le gaz à la Russie, puis le vend à l'Union européenne. Et puis la Turquie a un rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, alors que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais elle joue sur les deux tableaux. Bien sûr. Et donc la situation actuelle est une situation extrêmement dangereuse pour les Arméniens et l'Arménie, et c'est absolument inadmissible que la communauté internationale n'oblige pas l'Azerbaïdjan à lever ce blocus et n'impose pas le cessez-le-feu, parce qu'il y a quelques jours encore, l'Azerbaïdjan a tiré, il y a eu 7 morts sur des Arméniens, et il y a urgence. Voilà. Effectivement, ça fait partie de mon engagement depuis très très longtemps. L'engagement pour sauver l'Arménie et le Haut-Karabakh, pour faire reconnaître le génocide arménien également par la Turquie qui l'a commis en 1915. Et donc, ça fait partie de mon identité et c'est important pour moi. Et le président Macron, il vous soutient quand même? Oui. Il soutenait au début, j'ai envie de dire peut-être que la donne a changé avec la guerre. Non, enfin, on a des échanges très positifs avec le président de la République, mais force est de constater que ça reste au niveau des échanges. Merci beaucoup, Franck Papazian, d'avoir été avec nous justement aujourd'hui, puisque c'est là où vous avez donc, ça y est, vous êtes propriétaire du Wushu, avec tout ce que vous voulez décliner derrière, et puis votre groupe de presse, et puis on a compris, candidat au rachat de Gala. Absolument. En tous les cas, c'est vrai, c'est un très beau produit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ces grandes interview. Évidemment, vous pouvez la retrouver sur le QR code qui s'affiche pour ceux qui regardent la télévision. Sinon, vous pouvez la retrouver sur le replay sur le site de BFM Business. Et tout de suite, c'est Tech & Co. Tiens, aussi, là, vous pourriez aller dans la tech. Ça se développe beaucoup, les cryptos. Avec Frédéric Simotel, Tech & Co. Comme tous les soirs. Bonne soirée.